Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous avoir choisi encore une fois de plus. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur l'accord cadre signé à Doha entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle M23. Un accord représenté comme un grand pas vers la paix, mais aussi qui suscite aussi énormément de questions, des doutes et même des critiques. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les 8 points clés de cet accord, comprendre ce qu'ils peuvent réellement changer sur le terrain, les avantages et les conséquences politiques, et surtout ce que cela peut signifier pour l'avenir du Congo et de la région. Donc, nous allons rester neutres, restons facteurs, mais soyons lucides. Le premier point concerne un échange de prisonniers entre les gouvernements congolais et le M23. Donc la particularité ici, ce n'est pas l'échange en lui-même, c'est la supervision internationale, Qatar, Union africaine ou les États-Unis. Les avantages sur cela crée une première ouverture entre les deux camps. Cela réduit la tension en montrant un geste de bonne foi de la part de l'autre côté, ou bien des deux côtés, que ce soit du côté des gouvernements congolais et du M23. Et avec la supervision internationale, il y a un moyen de risque de manipulation ou de fausses accusations. Mais les conséquences, attention, c'est ce qu'on doit aussi savoir, certains prisonniers du M23 libérés pourraient être des cadres militaires qui reprendront du service, on ne sait jamais, parce qu'ils peuvent reprendre du service à n'importe quel moment. L'opinion publique congolaise pourrait percevoir cela comme quelque chose qui est un peu dangereux, quoi. Et surtout, les groupes armés locaux, comme on peut parler de Wazalendo, risquent de se sentir exclus et trahis, ce qui peut alimenter d'autres tensions. Donc, et puis en ce qui concerne le point 2, le point 2 donc, prévoit un mécanisme commun pour surveiller le cessez-le-feu. Les avantages, c'est une avancée technique importante. Les violations pourront être documenté objectivement. Cela limite l'utilisation de prétextes pour reprendre les combats. Mais encore une fois, la question centrale est qui contrôle quoi? C'est ça aussi, on doit se poser la question, qui contrôle quoi? Si les observateurs ne peuvent pas accéder aux zones dangereuses, le mécanisme devient symbolique. Chaque camp pourrait contester les rapports qui ne l'arrangent pas. Les tensions peuvent augmenter si les violations sont mal interpréter, que ce soit sur le papier, une bonne idée, sur le terrain, beaucoup de questions. Le point 3, ça parle de restauration progressive de l'autorité de l'État dans les zones occupées. C'est un point majeur. C'est un point majeur. L'accord propose que l'État congolais revienne dans les zones actuellement occupées par les M23. Donc, cela va rétablir la souveraineté nationale, ramener le service public, écoles, tribunaux, hôpitaux, redonner confiance aux populations locales. Mais en ce qui concerne ces points, les conséquences, mais ces points est aussi plus complexe. C'est plus complexe. Les M23 peut imposer des conditions difficiles. L'État congolais manque parfois de moyens pour réinstaller une administration efficace. Donc, certaines communautés qui se sont adaptés à la présence du M23 pourraient ressentir un choc ou une inquiétude. Restaurer l'État, ce n'est pas juste lever un drapeau, c'est gérer des réalisations humaines, de ce qui est humain, sécuritaire et économique très lourd. Et donc le point 4 de l'accord parle de retour sécuritaire et volontaire des réfugiés et des déplacés. Donc l'Est de notre pays connaît l'une des plus grandes crises de déplacement au monde. Donc, ces points pourraient permettre à des centaines de milliers de personnes de retourner leur village, de relancer leur agriculture, de se reconstruire le tissu social. Mais le mot-clé est sécuriser. Donc, tant que le groupe armé reste actif, le retour est risqué. Certaines communautés craignent des représailles. Donc, le processus sera long, coûteux et nécessitera une forte coordination internationale. Donc, le retour des populations est essentiel, mais pas garanti. Là, on doit aussi se le dire, mais c'est pas aussi garanti. Le point 5 parle sur mesures de confiance, donc fin de la propagation, donc libération et communication. Ces points visent à calmer les tensions verbales et psychologiques. Donc, moins de discours haineux peut réduire les violences. On doit aussi le savoir. Mieux communiquer peut éviter aussi le malentendu qui déclenche les combats. Libérer certaines personnes crée un climat d'apaisement. Mais les réseaux sociaux restent incontrôlés. En ce qui concerne les conséquences, les réseaux sociaux restent incontrôlés. Certains acteurs, y compris politiques, pourraient saboter ces mesures pour préserver leur
donc leur influence. La propagation peut continuer de manipuler subtil ou indirect. C'est une bonne idée mais difficile aussi à appliquer. C'est une bonne idée, mais c'est aussi difficile à appliquer. Le point 6 de cet accord parle de l'élaboration d'une feuille de route vers un accord de paix global. Ici, on parle du long terme. Ici, on parle du long terme. C'est pas que non, c'est quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est déjà quelque chose un peu du long terme. Cela donne une vision, structure, permet de planifier la démobilisation, la réinsertion, la réforme de l'armée, attirer aussi le soutien financier international. Les conséquences en est que non, les divergences idéologiques et politiques peuvent bloquer le discours. Chaque parti pourrait interpréter la feuille différemment. Les groupes armés non représentés pourraient rejeter le processus. Si cette feuille de route échoue, tout l'accord pourrait s'effondrer. Le point 7 de l'accord parle de l'implication de la MONUSCO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Ce point garantit une présence internationale pour accorder la paix. Les avantages de cela, plus de points neutres, plus de surveillance aussi, oui. Mais les conséquences en est que non, la MONUSCO souffre d'un défi de confiance auprès de la population, parce que si vous regardez bien, la population de l'Est ne fait plus confiance à la MONUSCO. Trop des acteurs internationaux risque un peu de confusion, oui, parce que cela peut mettre aussi de la confusion entre plusieurs acteurs internationaux, dépendance vis-à-vis de l'étranger dans des dossiers de sécurité nationale. Il y a aussi des conséquences sur ce point. Donc, le 8e point, le point final, c'est reconnaissance du rôle de médiateur international comme Qatar, États-Unis, Union africaine. Bon, les avantages de cela donne une crédibilité diplomatique à l'accord, encourage les médiateurs à continuer leur progression sur les deux parties, renforce l'engagement de la communication internationale. Mais il faut savoir aussi, il y a aussi des conséquences sur cela. Certains Congolais verront cela comme une ingérence. Les intérêts géopolitiques de médiateurs ne sont pas toujours alignés avec les intérêts de notre population. On parle de la population, que ce soit de l'Est et autres, et ils sont peut-être là pour leurs propres intérêts. Donc, certains pays de la région pourraient se sentir exclus et réagir aussi, comme l'Ouganda, qui essaie toujours de tenter. Donc, en résumé, l'accord des Doha, c'est un test ambitieux mais fragile. On doit le dire, mais c'est un peu fragile. Il ouvre une porte vers la paix, mais il n'efface pas il n'efface pas les réalités du terrain, ni les années de méfiance entre les M23 et notre gouvernement. Donc ça aussi, on doit le dire. Cet accord peut changer dépendant de trois choses. Donc la volonté réelle des camps, que ce soit du côté de notre gouvernement et du côté du M23, le respect du cessez-le-feu sur le terrain, la capacité de la communication internationale à rester neutre et efficace. Le Congo on a déjà connu beaucoup d'accords. La question aujourd'hui n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qui sera réellement appliqué. Donc c'est ce qu'on doit mettre vraiment en tête en fait. C'est ce qu'on doit aussi penser. Parce que si on regarde, j'avais lu un article sur un website, Actualité CD, qui parlait du genre les forces de l'accord. Donc, dans son website, on va lire ensemble avec vous. Il parle, le test marque un retour au dialogue direct, long terme, les mécanismes conjoints de surveillance du cessez-le-feu et probablement l'invention la plus forte pour la première fois que Kinshasa et le M23 accepte de s'asseoir face à face pour prévenir les incendies. Cela réduit les zones de crise, peu importe, blablabla. Bon, ce sont leurs points de vue. Ce sont leurs points de vue, mais on doit savoir que non, peu importe ce qui sera fait, il y avait aussi ce que on doit aussi savoir que non, quel sera l'essor de Nanga et de ces personnes-là. Parce qu'il y a quelque part là où j'avais écouté, on parlait de l'intégration de certains membres du groupe armé, le M23, dans les gouvernements. Parce qu'on doit savoir que non, le M23 ne va pas seulement du genre, on signe l'accord, il dit ok, on se replie, on part directement au Rwanda. Non, ils sont en train de poursuivre, tu vois, ils sont aussi en train de poursuivre quelque chose. C'est ce qu'on doit savoir en fait. Donc,
cet accord, comme je viens de le dire, cet accord, c'est un test ambitieux mais fragile. Il ouvre une porte vers la paix, mais il n'efface pas les réalités du terrain ni les années de méfiance entre notre population et le M23. Donc, merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour soutenir le travail. Sur les épaules des deux parties. À cet égard, nous réaffirmons que le rôle du Qatar n'est pas seulement de trouver des solutions à tous les points de conflit, mais aussi d'établir une paix durable pour assurer la stabilité à long terme. En conclusion, je voudrais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de l'accord d'aujourd'hui. Et je commence par le partenaire du Qatar, les États-Unis, et le président Donald Trump, ainsi que les efforts déployés par Boulos, l'envoyé pour le Moyen-Orient, et pour son soutien à ce processus constructif. Je voudrais également remercier l'Union africaine qui a aussi fait de même. Elle a déployé de nombreux efforts lors des différentes sessions de négociation, ainsi que le président du Togo en tant que représentant de l'Union africaine, qui continuera également à jouer un rôle central lors des prochaines sessions, comme défini par l'Union africaine. Nous remercions également Mahmoud Ali, l'envoyé de l'Union africaine, pour la proclamation de ce processus de paix, non seulement ici, mais aussi dans différents conflits en Afrique. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude et nos remerciements à tous nos partenaires internationaux qui ont contribué à faire avancer le processus de stabilité, y compris le Rwanda, la France, le Royaume-Uni, ainsi que l'Association de la Croix-Rouge et tous ceux qui ont également joué un rôle. Le Qatar n'aurait jamais pu accomplir cette avancée positive sans le soutien que nous avons reçu de nos partenaires à cet égard. Nous espérons que l'accord cadre de Doha instaurera la sécurité et la paix dans la région, et le Qatar réaffirme également son engagement en faveur du travail diplomatique ainsi que du dialogue constructif comme option pour mettre fin à tous les conflits. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'envoyé américain et l'envoyé du président Trump, Boulos. Excellences, distinguées délégations, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier très chaleureusement Son Excellence, l'honorable ministre Kuleifi, tout d'abord pour nous avoir accueillis et pour tout le travail que vous avez accompli. Et j'aimerais, peut-être serait-il approprié de commencer par remercier sincèrement l'État du Qatar pour sa précieuse collaboration stratégique, pour son alliance indéfectible avec les États-Unis. Son Altesse l'Émir, je sais que Son Altesse et le président Trump sont d'excellents partenaires et qu'ils ont accompli tant de choses ensemble, et je pense que rien n'est impossible. Ce partenariat a démontré à quel point il est important de travailler dans cet esprit de paix. Nous savons tous que le président Trump est un président de paix. Nous avons vu ce qu'il a accompli durant son premier mandat. Nous avons vu ce qu'il a accompli durant son second mandat en seulement quelques mois. Nous avons constaté qu'en l'espace d'environ 8 ou 9 mois, il a pu résoudre au moins 8 conflits. Et nous savons tous de quoi il s'agit. Et les efforts se poursuivent à l'heure où nous parlons. Mais certains d'entre eux ne sont possibles que grâce à des partenariats comme celui que nous avons avec l'État du Qatar, avec Son Altesse l'Émir, Son Excellence le Premier ministre et l'honorable ministre Kuleifi, absolument, ainsi qu'avec toute l'équipe. Nous savons à quel point ils ont travaillé dur avec nous sur bon nombre de ces dossiers et nous savons à quel point ils continueront à s'investir. Pour donner un exemple récent, il y a la situation actuelle à Gaza. C'était une réussite immense, absolument immense pour le président Trump, mais cela n'aurait pas été possible sans les excellents partenariats que le président Trump a établis, notamment avec l'État du Qatar, mais aussi avec beaucoup d'autres, la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis,
l'Arabie saoudite,